Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes pour tenter de décrypter l'actualité incertaine et riche, une actualité politique, économique et surtout financière. Sur le plateau de Smart Bourse ce soir, nous avons le plaisir de recevoir trois invités pour nous accompagner. Tout d'abord, Stéphane Déo, responsable de la stratégie chez Ostrum. Bonjour Stéphane Déo. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Nous avons le plaisir de recevoir également Benoît Pelloal, stratégiste chez Vega IM. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons le plaisir de recevoir Alexandre Taïeb, gérant analyste chez Sycomore AM. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Alexandre. Donc messieurs, je vous propose de commencer peut-être par une entrée en matière sur les marchés directement. On peut commencer avec vous, Stéphane Déo. On voit des marchés européens mais également américains depuis l'ouverture qui sont tous dans le rouge. On fait le lien évidemment avec la situation en Ukraine, avec les événements de cette nuit, mais si on prend un peu de recul, et notamment sur les marchés européens, on voit une baisse depuis le début de la semaine consécutive. Comment est-ce que vous voyez ce moment de marché ? Est-ce qu'on est en train de remettre en cause peut-être un scénario de marché pour 2022, ou est-ce qu'on est dans une crise, selon vous, qui peut trouver des limites dans le temps ? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a les effets immédiats de la crise et puis les effets de long terme. Les effets immédiats, ils sont malheureusement assez clairs. C'est d'une part une croissance qui va en pâtir énormément. Européenne, pour le coup, oui. Croissance européenne et croissance mondiale de manière générale, parce que les sanctions sur la Russie vont avoir un impact sur notre économie aussi. Donc on est de facto, on est en train de dire qu'on est prêt à avoir une croissance plus faible pour mettre de la pression sur la Russie. Sur le long terme, c'est beaucoup plus ambigu parce que ça dépend de la durée de ce conflit. Si c'est très court, on a vu ça en 1990 par exemple. Si vous vous souvenez de l'invasion du Koweït par l'Irak, en fait, vous avez une coalition qui repousse l'Irak. C'est une crise très courte finalement. Bien sûr. De mémoire, le PIB français progresse de 3% sur l'année. Donc on était dans la même situation au milieu de l'année qu'on est à l'heure actuelle. En tout cas, il y avait beaucoup de similitudes, mais ça rebondit très vite. Donc l'effet court terme, il est très clair. L'effet de moyen terme, il est beaucoup plus ambigu parce qu'il dépend de la durée de cette crise. Il y a un deuxième effet qui est très clair aussi, c'est l'inflation. On a des prix des commodities, des matières premières qui ont beaucoup progressé. Et je pense qu'il va y avoir une restructuration des alimentations d'énergie en particulier qui vont coûter. Donc ça, il y aura un effet mémoire en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a un choc. C'est que le monde d'après sera plus exactement le même que celui d'avant, et ce, même si la crise est limitée dans le temps. Je vais vous donner un exemple. L'Allemagne importe du gaz russe, ça, tout le monde le sait. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a un pays en Europe qui a une façade côtière et qui n'a pas de port gazier, c'est l'Allemagne. D'accord. Pardon, il y en a deux, il y a l'Albanie aussi. C'est aberrant. En gros, ce qui s'est passé, c'est que les Allemands ont dit on importe du gaz russe, si on fait un terminal gazier, c'est beaucoup plus cher, donc c'est idiot. Ils s'aperçoivent que peut-être ce serait pas si idiot d'avoir un terminal gazier. Donc ça veut dire des investissements, ça veut dire des prix plus élevés. Ça veut dire du temps aussi avant de le mettre en place ? Oui, c'est plusieurs années. Donc vous voyez, il y aura un effet mémoire sur l'inflation, je pense, qui est indubitable. Et puis le troisième point, c'est la prime de risque, c'est toutes les primes de risque qui explosent parce que, évidemment, on a un manque de visibilité qui est évident. Bien sûr. Vous avez parlé de la correction sur les indices boursiers. Ce que je trouve très impressionnant, c'est non seulement on a une correction, mais on a une rotation sectorielle qui est d'une violence totalement inhabituelle. Pour vous donner juste un chiffre, entre le meilleur secteur et le pire des secteurs, on a quasiment 25% sur le mois qui vient de passer. Ce qui nous place dans le pourcentile le plus élevé de l'écart. C'est-à-dire que c'est ça, c'est qu'on ne veut plus prendre aucun risque et on va tous vers ces secteurs réputés plus sûrs, un peu refuge en cette période d'incertitude. Exactement. Et donc vous avez des écarts de performance qui arrivent une fois sur 100, grosso modo. Donc ils sont très très rares, en fait. Donc pour moi, c'est les trois éléments. Après... Malheureusement, on n'a absolument aucune visibilité sur l'évolution du conflit. Mais une fois de plus, pour moi, la variable principale d'un point de vue purement économique, c'est la durée du conflit. C'est ça qui va déterminer la vitesse du rebond et l'effet mémoire.
Benoît Pelloual, je vous vois donc acquiescer. Donc du coup, le sujet, c'est vraiment la durée du conflit. Alors là même qu'on a des sanctions qu'on n'a jamais vues, qu'on a des flambées des prix des matières premières qui laissent entendre déjà une inflation en zone euro ou en Union, même sur le continent européen pour 2022 qui serait au-delà des premières anticipations. On reste pour l'instant, si la durée du conflit n'est pas trop longue, mais ce qu'il n'y a pas forcément... Enfin, les analyses qu'on peut lire ou écouter ont l'air de dire que quand même Poutine pourrait être en Ukraine pour un bout de temps, mais la durée du conflit aujourd'hui, c'est la clé pour comprendre ou essayer de décrypter l'impact à long terme de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Je pense, oui, je rejoins totalement ce que Stéphane vient d'évoquer. Effectivement, d'ailleurs, si vous regardez dans le comportement du marché, on bascule dans une période beaucoup plus incertaine qui est un peu plus récente, alors que les marchés tenaient relativement bien malgré tout. Bien sûr. Dans les il n'y a pas eu de conditions panique sur les marchés sur les premiers jours. Exactement. Et le mouvement de bascule, en réalité, c'est quand tout le monde a été finalement convaincu et s'est aperçu que l'opération militaire russe ne se limiterait pas uniquement à l'est de l'Ukraine et qu'on irait beaucoup plus loin avec cette volonté de renverser le gouvernement. Et c'est là où il y a eu effectivement, on bascule dans une incertitude beaucoup plus importante. Et donc oui, l'impact économique et financier, ce qui est notre métier, nous, d'essayer de l'évaluer dans cette période incertaine, va dépendre effectivement de la durée et de l'ampleur du conflit. C'est-à-dire jusqu'où ira Vladimir Poutine. Les conversations avec l'un des derniers chefs d'État avec qui il échange, qui était Emmanuel Macron, ne sont pas vraiment encourageantes. Donc les marchés sont maintenant plongés dans une phase de doute de nouveau, de savoir jusqu'où peut aller cette opération et quels moyens on peut utiliser pour aboutir au but recherché. Le canal de transmission évident dont tout le monde parle actuellement, c'est effectivement l'énergie. C'est ce qui est le plus douloureux immédiatement, et ça va être le cas probablement pour plusieurs mois, parce qu'on ne va pas pouvoir changer, diversifier nos approvisionnements en énergie aussi rapidement. Donc ça, c'est quelque chose d'un point de vue macroéconomique qui va être assez douloureux. Alors là même que le sujet de l'énergie, si on parle des sanctions politiques imposées à la Russie, pour le coup, ne fait pas encore partie des sanctions politiques. Mais effectivement, on voit un certain nombre d'entreprises s'auto-censurer sur le pétrole russe, refuser d'acheter du pétrole russe, et on se rend compte que la Russie, potentiellement, n'a plus personne à qui vendre son pétrole aujourd'hui. C'est un peu une nouveauté, c'est-à-dire qu'à cause des sanctions, alors évidemment, le prix du pétrole est élevé, mais la problématique n'est plus seulement une problématique de prix, on pourrait même un jour être confronté à des pénuries, puisque effectivement, le pétrole russe ne trouve plus preneur actuellement. Tout le monde, redoutant l'extension des sanctions, refuse de toucher au moindre actif russe, dont le pétrole, et puis tout le monde refuse d'assurer justement le pétrole qui est convoyé justement en dehors de Russie. Oui, c'est ça, c'est que non seulement on ne l'achète pas, mais on ne s'expose même pas à l'activité qui concerne de près ou de loin le pétrole russe. On n'assure pas les tankers qui vont le chercher, les banques ne laissent plus les traders effectivement trader du pétrole russe. Enfin là, on ne touche plus à tout ce qui est russe. Exactement. De près ou de loin. Et donc ça, c'est une vraie problématique sur le point de vue du point de vue de l'énergie, c'est l'ampleur que vont revêtir ces sanctions, mais également sur le canal financier. Il y a, même si la situation reste tout à fait contenue, il y a quand même des signes de stress dans le système financier. Les sanctions, il faut bien avoir en tête qu'elles ont été annoncées, elles ne sont pas encore à l'œuvre réellement, puisque c'est au courant du mois de mars où véritablement elles seront mises en place, les exclusions de SWIFT, etc. On va voir qui sera véritablement concerné, mais ça pose plusieurs problèmes. Aujourd'hui, il y a déjà des fonds qui sont exposés justement à la Russie, dont les actifs sont totalement illiquides, non seulement parce que tout simplement plus personne n'en veut, voilà. Simplement parce que personne n'en veut, donc il n'y a aucune valorisation. Donc il y a déjà cette problématique. Les contrôles des capitaux qui sont mis en place par la Russie vont empêcher, et ça va être très difficile d'éviter certains défauts de paiement dans certains secteurs d'activité. On se pose aussi la question de la note souveraine russe, bien évidemment, de la capacité de la Russie à rembourser. Et puis il y a cette inquiétude du secteur bancaire, puisqu'il y a des contreparties. Et ça, effectivement, c'est un risque qui doit être surveillé. Il y a eu des signes de stress sur le marché monétaire qui ont été très rapidement contenus. Le signe pour le stress sur le marché interbancaire, il y en a aussi, mais ce qui est quand même rassurant, c'est que les banques centrales ont été confrontées à un stress qui était exceptionnel avec le confinement, et qu'on a été capable de gérer ce stress monétaire-là. Donc on peut légitimement penser que dans cette situation, on est effectivement prêt à gérer ce type de stress. Alors le sujet des banques centrales ou même le sujet de la dette souveraine russe, on va y revenir juste avant. J'aimerais vous entendre également, Alexandre Taïeb, de manière générale, un petit peu sur votre vision de cette situation assez inédite depuis un peu plus d'une semaine en lien avec cette crise, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Oui, alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Effectivement, c'est un conflit inédit sur le sol européen, qui aujourd'hui fait s'affronter une autocratie et une démocratie, puisque c'est ça Bien sûr, ouais. le fond du contexte. Économiquement, les sanctions qu'on est en train de mettre en place vis-à-vis de la Russie,
il faut quand même bien avoir en tête qu'elles sont historiques. Bien sûr, on est en train de créer un précédent aujourd'hui. On n'a jamais été en train de créer un précédent. On est complètement en train de créer un précédent, voire un nouvel ordre mondial. Bien sûr. Oui. C'est qu'aujourd'hui, on est capable de tous ensemble, démocratie occidentale, de plier l'économie d'un État, de rayer un État de la carte mondiale financière. Exactement. Et on a des banques qui sont encore cotées à la Bourse de Londres, qui ont fait moins 98%. On a parlé du pétrole russe, plus personne n'en veut, plus personne l'achète malgré $25 de décote. Il reste le gaz qui continue d'affluer vers nous et qu'on achète parce qu'on en a besoin. Ouais. Mais la clé, effectivement, et c'est ce qui a été dit, c'est la durée du conflit, l'étendue du conflit. Et s'il y a escalade ou pas, c'est-à-dire la durée dans le temps, effectivement, et si nous, on commence à monter en termes de sanctions, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a besoin du gaz russe, mais demain, en avril, mai, juin, on aura moins besoin de gaz, donc peut-être qu'on va en sanctionner une partie. Bien sûr, oui. Et l'étendue du conflit, parce qu'aujourd'hui, le gros point d'interrogation, c'est de savoir ce que Poutine va faire vis-à-vis des autres pays limitrophes. Donc, on peut parler de la Lettonie, de la Géorgie, qui avait déjà été envahie en 2008 par la Russie. Donc ça, vous voyez ça comme un second risque potentiel au-delà du conflit ukrainien, c'est de se poser la question des décisions russes en matière de géopolitique sur d'autres pays limitrophes. On en est là aujourd'hui. Quand on écoute la dernière intervention de Poutine qui nous dit je suis tchétchène, je suis russe, je suis toutes les nationalités qui composent la grande nation qui est la Russie, on peut se poser la question de où est-ce que ça s'arrête en fait. Bien sûr. Donc aujourd'hui c'est un vrai point d'inquiétude. Ce conflit sur le marché certes amène du stress, mais on n'est pas encore non plus en capitulation. Et en fait, la question va être de savoir si le risque qu'on avait mentionné avant le conflit pour 2022, qui était le risque inflationniste, en fait, la question maintenant, c'est de savoir si cette inflation va dégénérer en récession. Bien sûr. Parce qu'on a parlé de... Donc là, on parle de récession. On ne parle pas de stagflation, on parle de récession. C'est le risque aujourd'hui. On parlait de stagflation. Aujourd'hui, il y a 3 jours, et là maintenant on parle de récession. D'accord. En tout cas, on se pose la question. Donc, est-ce que c'est pour cette année ou l'année prochaine ou dans 2 ans peu importe, mais on peut se poser la question, puisque vous avez une inflation qui est extrêmement forte sur des dépenses qui sont subies. Surtout qu'il faut quand même rappeler que cette inflation en Europe, mais pas que, dépendait déjà de hausse de prix de l'énergie et que cette crise vient accentuer une tension sur les prix de l'énergie, donc alimenter l'inflation qui était déjà de la même manière qu'elle était alimentée en Europe. Alors, elle alimente les prix de l'énergie et les prix de l'alimentaire. Effectivement, avec notamment l'Ukraine, grand exportateur de blé, notamment. Et ça amène en fait un contexte qui peut dégénérer. Un exemple, alors même si c'est un peu plus loin pour le marché, il faut rappeler que le premier importateur de blé aujourd'hui, c'est l'Égypte, et qu'en 2011, le printemps arabe a commencé parce que c'était des gens qui avaient faim. Bien sûr. Donc attention au contexte géopolitique partout, aux possibilités de révolution. Donc ça, effectivement, c'est très négatif. Donc aujourd'hui, les prix qui augmentent, alors on avait une base déjà loyer, prix de l'immobilier, plus prix de l'énergie, plus prix de l'alimentaire, c'est que des dépenses qui sont subies. Est-ce que ça va ralentir la demande et la consommation et nous amener en décroissance ? Aujourd'hui, c'est un narratif sur le marché qui est en train de prendre un petit peu d'ampleur. Donc voilà, c'est un risque. Stéphane Déo, je reviens sur ce sujet de la croissance. Donc aujourd'hui, le vrai risque, c'est qu'alors qu'on sort de 2 ans de pandémie, qu'on a vu une année 2020 assez stressante au niveau de la croissance, et ensuite cette idée de reprise, là, l'idée, c'est que au niveau européen, mais de manière plus globale, et notamment sur un certain nombre d'économies émergentes, on pourrait avoir un frein, voire un arrêt net de cette croissance, alors là même que l'idée est de la soutenir après le stress pandémique. Oui, c'est à peu près... on est à peu près sûr qu'on va avoir un ralentissement. Pour revenir sur l'inflation, si vous regardez les salaires réels, d'après mes calculs, on est à moins de 3,5. Donc ça veut dire que votre revenu a baissé de 3,5% en termes réels par rapport à l'année dernière. Je rappelle que la consommation, c'est à peu près les 2/3 du PIB, grosso modo. Donc si votre revenu baisse sur les 2/3 du PIB, ce n'est pas un très très bon signe. L'autre
partie. Mais d'ailleurs, la BCE elle-même estime que, alors ils appellent ça des calculs de quanta pour le moment, mais Philippe Lane estime que la crise en Ukraine pourrait affecter la croissance de la zone euro de 0,3 à 0,4 points. Bon, c'était il y a quelques jours. Ça peut peut-être évoluer depuis. On parle de récession depuis, mais Oui, 0,3, 0. Si on fait 0,3, 0,4, je pense qu'on pourra ouvrir le champagne. D'accord. C'est une prévision très optimiste, 0,3, 0,4. Oui. Ou alors il faut vraiment que la crise ukrainienne s'arrête cet après-midi et qu'on oublie tout ça. Non, je pense que l'impact sera beaucoup plus fort. Après, les prévisions de croissance avant la crise étaient entre 3 et 4. D'accord. Ouais. Donc il faut aussi garder ça à l'esprit. On n'est pas forcément en récession. Par contre, il y aura forcément un tassement de la croissance qui sera très très marqué. Vous parliez de Philippe Lane, c'est la situation la pire pour une banque centrale, parce que vous allez avoir d'un côté une économie qui ralentit très fortement. Donc il faut l'aider, il faut baisser les taux, il faut la soutenir. Et de l'autre côté, vous avez une inflation qui explose et qui peut créer des effets de second rang. Et donc il faut absolument resserrer la politique monétaire. Alors, évidemment, donc d'un côté, il faudrait accroître l'aide monétaire, enfin assouplir la politique monétaire de la BCE pour soutenir la croissance, et de l'autre, il faudrait réduire cet assouplissement pour limiter l'inflation. Donc oui, c'est un choix cornélien pour la Banque centrale européenne. Donc on ne peut pas faire. Donc ce qu'on va faire, je pense, et on va juste attendre, parce que une fois de plus, avec ce niveau d'incertitude, il est clair qu'il ne faut pas prendre de décisions hâtives. Et donc je pense que la régulation du cycle va incomber une fois de plus au budget. Et très certainement, on va avoir, alors je ne sais pas s'il faut ressortir du chapeau le quoi qu'il en coûte, mais très clairement, on va avoir des budgets qui vont être obligés de soutenir l'activité. Là aussi, je suis désolé de revenir de radoter, mais ça dépend de la taille et de la durée du conflit. Bien sûr. Ouais. Je pense que la variable d'ajustement, ce sera, comme ça a été pendant le Covid, très largement le budget de l'État. Non, mais c'est intéressant, ça veut dire que la Banque Centrale Européenne, ce que vous dites, qui d'ailleurs se réunit la semaine prochaine, est pieds et poings liés par rapport à la situation actuelle, ne peut pas faire un pas ni dans un sens ni dans l'autre, c'est ce que vous nous dites. Il faut faire attention, parce que si vous regardez ce qui s'est passé cette semaine, on a eu deux informations. La première, c'est la Banque du Canada qui a monté ses taux de 25 BP. Donc on continue. Il y a quand même un problème d'inflation fondamentale qui est très important. Et deuxième information, c'est Powell, donc, qui est le gouverneur de la Fed, qui nous a dit non, mais moi je vais monter les taux de 25 BP. Donc il y a toujours cette tendance au resserrement. Et je pense que fondamentalement, on a un vrai sujet d'inflation qui s'installe petit à petit. Alors, il faut faire attention. Mais alors, ça, c'est sur le sol nord-américain. Oui. Là, la BCE, pour le coup, sur le sol européen, a peut-être des enjeux différents. Effectivement, il y a le sujet de l'inflation, mais elle est sur le sol où se déroule le conflit actuellement. Donc, on est beaucoup plus impacté d'un point de vue de croissance. Et donc, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est qu'en Amérique du Nord, on continue sur la tendance où on était, de manière prudente. En Europe, effectivement, on va faire une pause, on va attendre un petit peu avant de resserrer la politique monétaire. Avant de reprendre cette même dynamique. D'accord. Voilà. Ouais. Mais il est très peu probable, à mon avis, que la politique monétaire puisse vraiment nous aider. Enfin, on n'a pas un problème de taux d'intérêt trop élevé. Vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. On a un problème d'incertitude géopolitique. Voilà, le Bund est en négatif. Il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire, si ce n'est s'assurer que les marchés fonctionnent correctement. Donc, la variable d'ajustement, pour moi, c'est plutôt le budget. Benoît Pelloual, je vous voyais réagir, et notamment sur le sujet que la solution serait budgétaire et non pas monétaire. Oui, on a eu tendance à chaque fois se tourner vers les banques centrales pour régler tous les problèmes, et il s'avère que là... Mais il faut dire qu'on prend l'habitude avec le temps. En tout cas, sur cette problématique, et c'est vrai, je rejoins ce qui vient d'être dit, aux États-Unis, on est dans une problématique d'inflation où elle commence à être auto-entretenue. Il y a de l'inflation salariale qui se généralise, etc. Il y a une dimension, une composante surchauffe d'une économie qui tourne bien, qui justifie de resserrer en partie la politique monétaire, même si je reste assez convaincu qu'on n'ira pas au bout de ce que déclare la Fed, à cause du ralentissement, pour tout un tas de raisons. Alors, en Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, alors l'Europe, et après on reviendra sur la Fed, effectivement. En Europe, c'est très compliqué, puisque en réalité, c'est le pire des scénarios pour une banque centrale. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne ne pourra pas faire grand-chose. Remonter les taux n'impactera finalement assez peu l'inflation en zone euro, puisqu'elle vient essentiellement des matières premières. Et en réalité, effectivement, le seul risque, c'est plutôt de précipiter la récession plus rapidement. Donc, c'est véritablement un choix qui est extrêmement difficile. Et effectivement, la porte de sortie, c'est plutôt le budget. Nous, ce qu'on voit, c'est effectivement une Banque centrale européenne qui va rester plutôt accommodante, justement, compte tenu du risque sur la croissance, compte tenu du fait aussi que
étant donné que c'est le budgétaire à travers des mécanismes pour mitiger justement l'impact négatif sur la destruction de pouvoir d'achat du prix des matières premières. Il ne faut pas oublier qu'on parle beaucoup de l'Allemagne, de l'Autriche, sont très exposés. L'Italie est un des pays les plus exposés aux importations d'énergie à la Russie. D'accord. Sauf que l'Italie, elle n'a pas les marges budgétaires de l'Allemagne ou d'autres pays du nord de l'Europe. Donc très clairement, si on a un effet de ciseau de prix matières premières élevés et une politique monétaire qui se restreint en zone euro, l'Italie, très rapidement, se retrouvera en difficulté. Donc nous, on pense que justement, la BCE a plutôt accompagné, restera plutôt accommodante et accompagner les mesures budgétaires qui vont essayer de gérer la situation énergétique. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier les différences économiques. On parle de l'Union européenne, mais la réalité économique n'est pas la même pour tous les pays au sein de l'Union européenne. Je reviens sur la Fed rapidement, parce que là, donc, effectivement, le sujet est très complexe pour la Banque centrale. Donc, Powell a annoncé que globalement, on devrait avoir une hausse de taux de 25 points de base. On a le rapport sur l'emploi donc, du mois de février qui vient de sortir, qui va plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on voit plus de création d'emplois que prévu, on voit des salaires qui progressent moins que prévu, le chômage qui recule un petit peu. Est-ce que la Fed est si éloignée de ça, de la préoccupation ukrainienne, et peut continuer à monter ses taux sans se préoccuper du sujet russe-ukrainien ? Pour le moment, globalement, non. Très clairement, c'est une situation qui va être suivie aussi de près par la Fed, et ça aura un impact. C'est clairement un impact moins important que la zone euro. Nous, dans le scénario, on pense justement que les événements en Ukraine ne vont pas spécialement impacter ce début de resserrement monétaire aux États-Unis, parce qu'il y a cette composante de généralisation de hausse des salaires aux États-Unis qu'il faut effectivement combattre. On voit que les anticipations à long terme d'inflation ont un petit peu remonté, et c'est justement ça le boulot fondamental de la Banque centrale, de la Fed. Mais ensuite, ils ne sont pas non plus à l'abri de cette composante extrêmement importante de par la crise Covid et maintenant de cette problématique énergétique, de l'inflation qui vient de l'offre. Et c'est pour ça, nous, on est assez convaincus que le scénario, c'est que une première partie sera réalisée de ce resserrement monétaire, mais que dès lors où la croissance va ralentir plus significativement, parce que Stéphane évoquait la destruction de pouvoir d'achat en Europe, on a la même chose aux États-Unis, ça fait 11 mois où on détruit chaque mois du pouvoir d'achat pour les ménages américains. Mécaniquement, ça aura un impact sur la croissance, sur la consommation à un moment ou à un autre. Bien sûr, ouais. Et donc ça, c'est quelque chose qui sera progressivement pris en compte. Et quand on regarde les derniers événements, c'est ce que le marché semble jouer, puisque quand on regarde, on était quasiment à attendre 6 ou 7 hausses de taux de la part de la Fed. On est revenu sur un scénario un peu plus raisonnable. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde les courbes justement de ce qui est attendu, on s'aperçoit que c'est un resserrement monétaire qui va être effectué au début, mais qui s'arrête plus tôt que ce que veut faire la Fed dans les dots. D'accord. Et le marché laisse entendre que la Fed serait même appelée à détendre sa politique monétaire en fin d'exercice. Donc ça, c'est typiquement le signe qu'on redoute l'erreur de politique monétaire ou que la croissance... Oui, on ne veut pas aller trop vite. D'accord. Exactement. Et donc nous, ça laisse entendre que la Fed, au début, va entamer ce resserrement monétaire comme prévu, mais qu'à un moment donné, elle prendra en compte cette variable et aura un discours qui sera un peu plus accommodant. Alors j'aimerais bien revenir sur les sanctions, mais juste avant, j'aimerais vous entendre, Alexandre Taïeb, également sur ce sujet de Banque centrale. Alors beaucoup de choses ont été dites. Est-ce que votre scénario chez Sycomore AM correspond à ce qu'on a entendu sur le sujet Banque centrale ? Alors oui, déjà sur le fait que la problématique, elle est plus budgétaire que monétaire aujourd'hui, ça c'est clair. Et Powell l'a dit, il n'a pas fait que cette annonce de 25 points de base. On lui a posé la question au Sénat. Il répond qu'il ne veut pas faire de politique budgétaire, mais si l'État doit s'endetter plus, s'il a besoin de son soutien, il sera là, mais pour l'instant, il ne fait pas de politique budgétaire. Il explique bien que c'est le nœud du problème. La façon dont je résumerai la situation de la Fed, c'est que si elle veut effectivement faire son cycle de hausse de taux, il faut qu'elle commence à se dépêcher. D'accord. Je suis assez surpris qu'elle fasse que 25 points de base maintenant, au moment où toutes les cases sont globalement cochées entre ces trois mandats, inflation, croissance et emploi. Les trois sont quand même assez forts, le marché de l'emploi est plutôt resserré, donc c'est l'occasion de le faire. Ce qui amène le conflit en plus, c'est effectivement un impact qui est secondaire mais néanmoins important pour la Fed, c'est le renchérissement du dollar. En plus de l'inflation qu'on voit sur les matières premières. Et on voit d'ailleurs l'euro-dollar qui est passé sous les indices C'est pour la première fois depuis, je ne sais plus quelle année. Depuis mai 2020, je crois. C'est ça. Ouais. Et donc 1,09, c'est pas encore très grave. On peut monter ses taux. Si on commence à revenir à la parité 1,1, on va avoir des problèmes de compétitivité, on va avoir une croissance qui ralentit. On a parlé du pouvoir d'achat des Américains qui baisse. Il y a aussi la confiance du consommateur qui est en train de fléchir. Ça ne se ressent pas encore dans les ventes au détail, mais ça pourrait être un indicateur avancé. Donc,
attention pour la Fed de ne pas se retrouver avec en fait ces 3 facteurs qui sont bien comme il faut aujourd'hui pour remonter les taux, et demain d'avoir des choses beaucoup plus déséquilibrées où en fait elle se retrouve un peu coincée dans la situation économique qui sera celle de demain. Et pour la BCE a un peu plus de latitude, bon déjà parce qu'elle est beaucoup plus concernée par le conflit, mais aussi parce que l'inflation salariale a été beaucoup moins prégnante Bien sûr. Oui, en Europe qu'aux États-Unis. Mais bon, ça pourrait aussi arriver à un moment donné, l'inflation salariale. En tout cas, on en parle de plus en plus dans les discours politiques. Il y a une hausse de 25% du SMIC en Allemagne. Donc tout ça, c'est en train de s'accélérer un petit peu. Donc, je pense que la BCE a le bon cheminement aujourd'hui, c'est-à-dire commencer à réduire très progressivement son programme de soutien pour ensuite potentiellement remonter ses taux. Mais en fait, l'intérêt de resserrer la politique monétaire aujourd'hui, aussi bien pour la BCE que pour la Fed, c'est de retrouver de la marge de manœuvre pour un cas extrême. Alors j'aimerais toujours avec vous, Alexandre Taïeb, revenir sur les sanctions qui ont été imposées à la Russie. Donc des sanctions, donc on peut dire que tout simplement que c'est du jamais vu. Il y a les sanctions politiques et les initiatives économiques. Donc il y a les sanctions politiques, c'est la sortie de 7 banques du réseau SWIFT à venir. On a tout simplement gelé les avoirs de la Banque centrale russe. On a tout simplement dévalorisé la signature souveraine de l'État russe. Aujourd'hui, la dette souveraine russe est au rang de junk bond. Ça, c'est pour la partie politique, ou en tout cas décision politique. En plus de ça, on a vu toutes les sociétés russes sorties des grands indices internationaux et on a vu des initiatives d'entreprises occidentales. Donc on parlait du pétrole tout à l'heure, mais où de plus en plus, le simple fait de provenir de Russie, que ce soit à part pour du gaz, mais pour du pétrole ou autre, devient implique tout simplement le fait d'arrêter net toute relation commerciale. Ça pose deux questions. Est-ce qu'on est en train de créer un précédent à deux niveaux ? D'un côté, est-ce que va y avoir des pressions, la pression politique va s'accentuer sur les relations économiques, parfois au risque d'aller contre une certaine rationalité ? Il y a quand même des entreprises françaises qui font énormément de business en Russie. Oui. Est-ce qu'elles doivent tout arrêter parce que le politique le demande ? Et ça pose une autre question, c'est est-ce que l'opinion publique ou la prise en compte du risque de réputation de l'opinion publique, là aussi devient un risque à partir du moment où on prend fait et cause pour une cause justement ou un conflit et il faut tout arrêter. On voit par exemple que LVMH, Hermès, Kering ont été alpagués sur les réseaux sociaux en leur disant mais pourquoi continuez-vous à faire du business en Russie ? Hermès a fermé du coup temporairement ses magasins en Russie, alors là même que le politique français européen n'a pas demandé à Hermès de se positionner spécifiquement sur le sujet. Donc est-ce qu'on est en train d'ouvrir une sorte de boîte de Pandore où derrière on va pouvoir utiliser cette raison ou cette arme sans qu'on sache réellement où fixer les limites ? Complètement, voilà. Une question en 3 minutes. On a fait de la Russie, en tout cas on a fait du marché russe une espèce de paria. Alors les sanctions économiques, elles étaient nécessaires, elles sont historiques, elles sont probablement bonnes. Et surtout, c'est notre seule arme pour ne pas rentrer dans une guerre classique. Donc on essaye de maintenir la paix et on met des sanctions économiques comme on peut. Le souci, c'est qu'en plus de cette guerre, c'est probablement la première guerre, et notamment en Europe, qu'on connaît avec le flux d'informations dont nous bénéficions aujourd'hui, avec ses avantages et ses inconvénients. C'est ça, vous êtes investi dans une société russe, tout le monde le sait, à l'inverse, vous faites du business en Russie, globalement tout le monde le sait. Exactement, tout le monde le sait, tout le monde a une opinion, et tout le monde est un spécialiste géopolitique et stratégique, enfin ça part dans tous les sens, on a des informations qui s'enchaînent, et qui sont souvent contradictoires. Donc on essaye, nous, de faire un peu le tri dans tout ça. Mais effectivement, aujourd'hui, on a une opinion publique qui est en train de changer sur la Russie. Et pourtant, Macron l'a rappelé... Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Voilà, on n'est pas en guerre contre la Russie. Non, je pense que le bon mix, entre guillemets, même si ça présente des risques aussi, c'est tant qu'on n'a pas un ordre du politique, d'arrêter complètement le business avec la Russie, on continue. L'exemple, c'est Total. Total continue ses activités en Russie, mais n'ouvre pas de nouveaux projets. Bon, ça me paraît déjà être plus mesuré. Si on arrête effectivement tout, et dans ce cas, oui, il va y avoir un impact, et l'impact sera très long, même au-delà du conflit. Parce que pour revenir sur ce type de marché,
il va falloir montrer, mais plus que patte blanche. Enfin, si toute l'opinion publique se dirige contre ce marché, globalement, c'est terminé. Oui, et puis la question, c'est où est-ce qu'elle se dirigera demain. Stéphane Déo, on va continuer avec vous sur le sujet des sanctions. Aujourd'hui, on parle de la Russie et de l'Ukraine. Si demain, on parle de la Chine et de Taïwan, par exemple, pour prendre un exemple qui est hypothétique, mais cité régulièrement, est-ce que là, pour le coup, on reprend la même mécanique? Est-ce que c'est aussi simple? Est-ce que... ça pose question, finalement, cette réponse organisée de démocratie occidentale aussi rapide, aussi forte. Donc là, aujourd'hui, c'est la Russie. Est-ce que demain, ça peut être utilisé contre un autre État face à un autre conflit? Alors, d'une part, vous avez parlé de 2 types de sanctions. Il y en a 3. Hein. Il y a les sanctions privées, qui sont d'initiative privée dans la plupart des cas. Ce n'est pas le politique qui a imposé aux entreprises privées de le faire. Donc ça, c'est unique. Il y a les sanctions économiques décidées par les gouvernements, la Banque centrale, SWIFT, etc. Et vous avez aussi des sanctions que je qualifierais de géopolitiques. Je rappelle quand même que l'Union européenne va livrer des armes à l'Ukraine. C'est la première fois. Je n'ai pas mentionné celle-là. Vous avez un chancelier allemand qui a fait un discours devant le Bundestag en disant on va passer à 2% de dépenses budgétaires, 2% du PIB en dépenses d'armement, et qui a eu une standing ovation. Ça, et je vous aurais dit ça il y a 15 jours, vous m'auriez pris pour un fou. Oui, donc, c'est vrai. Je pense qu'il y a ces 3 aspects. Ce que je trouve, moi, très intéressant, c'est que on a mis une pression sur la Russie qui est extrêmement forte. Donc, le domaine des possibles est extrêmement varié, mais effectivement, ça veut dire qu'il y a quelque chose comme un ordre international qui est en train de se mettre en place, qui pénalise ce genre d'agression, j'allais dire gratuite, c'est pas le terme adéquat, mais ce genre d'agression sur une démocratie. Moi, j'ai la faiblesse de penser que c'est très très bien. Je pense qu'il y a pas mal d'autocrates dans le monde qui vont se poser la question 2 fois avant d'attaquer leurs voisins maintenant. C'est ça, on se rend compte que la réponse économique peut être effectivement à la hauteur finalement d'une agression militaire. Tout à fait. Et donc on verra quelle est la situation finale en Russie. On verra une fois de plus, toutes les possibilités sont envisageables. Mais que des entreprises privées fassent une croix sur la logique purement financière pour mettre en avant une logique plus de liberté, de démocratie, finalement, moi, personnellement, je trouve que c'est pas mal du tout. Benoît Pellois, même question sur ce sujet, effectivement, donc de sanctions donc inédites et tout ce que ça implique depuis quelques jours d'initiatives plus privées, plus personnelles. Et donc, en fait, la question n'est pas de remettre en cause ou non les sanctions. Là, je pense que pour le coup, effectivement, l'Union européenne et les démocraties occidentales n'avaient pas tellement d'autres possibilités. Le sujet, c'est de savoir, est-ce qu'on se rend réellement compte de ce qu'on a mis en place, effectivement, et de l'ampleur de ce qu'on a mis en place. Alors, justement, c'est ça qui est très intéressant. C'est vrai que les initiatives privées, les entreprises sont maintenant, depuis plusieurs années, habituées à gérer maintenant ce risque de réputation. C'est extrêmement important dans la notation, justement, des entreprises. Il n'y a plus uniquement la dimension financière, il y a des analyses qualitatives qui viennent, justement, donner un avis sur ce risque de réputation. On voit que là, ça atteint un niveau macro, je dirais. C'est véritablement une autre échelle. Oui, avant, c'était une entreprise. Exactement. Oui. Ou un secteur d'activité, à la limite. Là, c'est un pays. Alors, sans verser dans le pessimisme, hein, mais malheureusement, ce genre de raisonnement risque à terme, malgré tout, même si c'est une bonne chose, de se confronter au principe de réalité. Le pétrole russe, on va malgré tout en avoir besoin. Donc, c'est justement la limite de ces sanctions. On voit que pour l'instant, elles sont designées à être extrêmement dures, et c'est l'objectif atteint, et ça semble atteindre son objectif. Mais il y a certaines choses qui permettent de continuer, malgré tout, de faire du business avec la Russie. Donc, je pense que ce ne sera pas aussi, malheureusement, aussi optimiste à terme. On le voit bien d'ailleurs sur la transition énergétique. Hein. En réalité, si peut-être ce qui se passe là, à très long terme, c'est une très bonne chose parce qu'on va, grâce aux énergies renouvelables, avoir plus d'indépendance énergétique. On voit qu'à très court terme, on va malheureusement s'asseoir dessus. La question à court terme, c'est où est-ce qu'on va trouver plus de pétrole, alors que la question à long terme, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser moins de pétrole. Exactement. Donc du coup, ces principes-là sont effectivement tout à fait louables et de plus en plus pertinents
pertinent en termes de conséquences financières. Les entreprises le maîtrisent déjà très bien depuis longtemps, cet exercice. Mais il y a le principe de réalité à terme qui vient tempérer et qui constitue une limite malgré tout assez importante à cette extension du domaine, je dirais, un peu de la morale dans l'analyse des marchés, quoi. Bon, il nous reste quelques minutes. Je vous propose de faire un petit tour. On va commencer avec vous, Alexandre Taïeb. Comment est-ce qu'on navigue en eau trouble début mars 2022 en matière d'investissement? On attend de voir ce qui va se passer ou au contraire, il y a des arbitrages stratégiques? En allocation, il y a quand même des choses qui sont très, très identifiées, c'est-à-dire l'accélération de l'inflation. Donc, j'ai plutôt eu tendance à augmenter mes positions sur les obligations indexées à inflation, les matières premières également, qui progressent très fortement. Et puis, en action, c'est Stéphane qui en a parlé, on a vu une rotation sectorielle très très forte, où le marché passe complètement en défensif, ce qui casse l'histoire qu'on s'était racontée sur enfin le retour de la value avec le resserrement de politique monétaire, etc. Pour l'instant, force est de constater qu'on est obligé un petit peu de naviguer à vue, d'identifier les risques de nos portefeuilles vis-à-vis de l'exposition à la Russie notamment. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, on a plutôt tendance à continuer de réduire l'exposition et à revenir sur des positions, plus sur des secteurs qui sont plus défensifs. Ensuite, juste un dernier point. Si effectivement, parce qu'on dit que le marché n'a pas capitulé, que la baisse est relativement limitée, que le marché tient bien, là globalement on a quand même toutes les bancaires qui se font massacrer. Bien sûr. Bien sûr. Je pense qu'on peut commencer à faire le tri. Un chiffre, il me semble que l'exposition à la Russie de toutes les banques européennes confondues, c'est 150 milliards d'euros. Donc c'est assez peu au final. Donc voilà, là on va pouvoir commencer à chercher des opportunités. Et d'ailleurs c'est un peu aussi c'est peut-être aussi pour ça que le marché tient bien, mais ce qu'on entend quand même, en tout cas de la part d'investisseurs, c'est où est-ce que je peux trouver des opportunités. On a moins tendance à parler de risques, alors que bon, il y a quand même une guerre qui plane au-dessus de nous, que d'opportunités. Donc voilà, il y a peut-être des secteurs où on peut commencer à regarder pour un éventuel repositionnement. Stéphane Déo, même question. Comment est-ce qu'on navigue entre risques et opportunités dans cette incertitude? Pour l'instant, nous, on est extrêmement prudents parce que ce qui va se passer dans les heures, dans les jours ou dans les semaines qui viennent dépend de ce qui va se passer en Ukraine. Et personne n'est capable de prévoir ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas... un bon trader, c'est quelqu'un qui sait aussi de temps en temps ne pas trader quand l'incertitude est trop élevée et qu'on ne sait pas prévoir. Sinon, c'est du casino pur et dur. Donc, ce n'est pas le moment de prendre des positions très marquées, sauf si vous avez un téléphone direct avec M. Poutine, mais bon, ça, c'est pas notre cas. Par contre, là où je rejoins ce qui a été dit, c'est qu'on commence à voir ce qu'on appelle dans notre jargon du bottom fishing. C'est-à-dire que vous allez pêcher au fond du lac, parce qu'effectivement, il y a certaines valeurs qui ont probablement été pénalisées de manière indue. En fait, ce qu'on voit, c'est en structure de marché, c'est quelque chose d'assez classique. Quand vous avez la bourse qui baisse, vous avez souvent des grands investisseurs qui utilisent par exemple des ETF ou autres pour exprimer leur vue. Et donc, ils vendent de tout en même temps, sans discriminer. Et on le voit, je passe les détails techniques, mais on le voit depuis quelques jours. Ça veut dire que, par exemple, sur les bancaires, vous avez toutes les bancaires qui ont été massacrées sans discrimination qui aurait pu être plus fine. Donc, je pense que pour des investisseurs un petit peu plus fins, il y a quand même des opportunités maintenant qui commencent à apparaître petit à petit. Et on finit avec vous, Benoît Pelois, la même question sur les choix, les stratégies dans des périodes un peu troubles au niveau politique. Non, mais on a toujours une poche de cash qui reste relativement abondante parce que l'incertitude est extrêmement importante sur le très court terme et effectivement tant qu'on n'y voit pas un peu plus clair sur les objectifs au final de cette opération en Ukraine, c'est très difficile de faire quelque chose. On était dans un process de regarder justement des dossiers qui étaient de bonne qualité et qui avaient largement souffert avant, notamment de par cette crainte de voir les taux remonter et donc ces thématiques qui étaient de bonne qualité à multiples élevés, qui avaient beaucoup corrigé, on commence à regarder.
Le process est un peu interrompu compte tenu de l'incertitude, mais je pense que c'est plutôt de ce côté-là on va commencer à regarder. On était dans une configuration avant ça qui était difficilement tenable, où cette rotation value elle est très différente de celle de l'année dernière. En réalité, il n'y a que le pétrole qui tire cette rotation value, un peu les financières, c'est déjà beaucoup moins le cas avec les financières. Il n'y a plus que le pétrole qui tire cette rotation value. C'est quelque chose de très suspect. Nous, on pense qu'à terme, avec un cycle qui ralentit, c'est plutôt les business models de qualité, dont la valorisation a pas mal été corrigée, qui vont nous intéresser, je pense. Très rapidement, c'est le retour du stock picking, finalement, si je comprends bien, ou c'est encore un peu tôt pour le dire? C'est encore un peu tôt. Je pense que c'est encore un peu tôt pour le stock picking. Pour l'instant, c'est vraiment l'incertitude macro et géopolitique qui guide les choix pour le moment. Ouais. Merci beaucoup Benoît Pleuel. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez Vega IM. Merci également Alexandre Taïeb, gérant analyste chez Sycomore AM. Et merci Stéphane Déo, responsable de la stratégie chez Ostrum. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite. On se retrouve dans quelques instants.